C'est ici un chapitre extrêmement intéressant vu qu'il nous apporte énormément de valeur ajoutée en tant que lecteur. C'est-à-dire que Robert Greene ici nous propose de décortiquer le phénomène de l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, vous savez, c'est le fait que certaines personnes ont tendance à saboter leur propre carrière, leurs propres relations, leurs propres projets. En réalité, tout cela nous explique que c'est une conséquence de nos peurs. Il y a certaines peurs que l'on a, conscientes ou inconscientes, qui nous poussent en fait à réaliser nous-mêmes les conditions de notre propre échec et à nous causer nos propres problèmes en fait, finalement. Parce que si on est vraiment honnête avec nous-mêmes quelque part, plus de 90% des problèmes qu'on a dans la vie, ce sont des conséquences de nos propres actes, ce sont des conséquences de notre propre psychologie en fait, de notre propre façon de penser. On crée nos propres problèmes quelque part. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce chapitre-là, c'est vraiment la deuxième partie, c'est-à-dire que Robert Greene, en deuxième partie de chapitre, nous propose tout un tas de descriptions psychologiques, tout un tas de descriptions d'archétypes de comportement et de psychologie, en fait, dans lequel on peut se reconnaître nous-mêmes pour nous permettre d'identifier nos propres tendances psychologiques personnelles. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant vu qu'il s'agit d'un outil d'introspection qui est extrêmement intéressant. On arrive à beaucoup mieux comprendre comment est-ce qu'on réfléchit nous-mêmes, comment est-ce qu'on réagit nous-mêmes en fait. Vous voyez? Et ça c'est très intéressant, d'autant plus que à chaque description, à chaque fin de description, il nous donne tout un tas de modes d'emploi, si je puis dire, qui nous permet de changer notre attitude, notre comportement, d'améliorer notre comportement, de sorte d'éviter de se mettre nous-mêmes des auto-sabotages dans les pattes. Comme vous le savez, le gros point fort du livre, ce sont les histoires que Robert Greene utilise pour illustrer ses propos, et ici il nous propose l'histoire d'Anton Tchekhov. Alors, Anton Tchekhov, du coup, le grand écrivain russe, est né dans une famille qui avait beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il avait une fratrie assez large, ses parents possédaient une petite boutique dans une ville excentrée par rapport à Moscou, mais elle était criblée de dettes, leur père était alcoolique et violent, et il a disparu d'un jour à l'autre comme ça, sans laisser de mots ni rien, il a complètement disparu, de sorte qu'il a laissé la famille avec leur mère dans une situation très compliquée. Ils ont dû revendre la boutique pour pouvoir rembourser leurs dettes. Ils se sont retrouvés sans ressources, ce qui était très compliqué. Ils ont retrouvé après la trace de leur père, du coup, qui était parti à Moscou, et ils sont allés le rejoindre. Ils vécurent du coup dans un espèce de sous-sol où ils étaient tous alcooliques, il y avait énormément de rancune envers leur père, forcément pour les avoir abandonnés, ils étaient tous en dépression. Et même l'ensemble de leur quartier, c'était à peu près pareil, c'est-à-dire que tout leur quartier apparemment était alcoolique. Donc c'était une situation un peu compliquée, forcément. Malgré tout ça, Anton Tchekhov était bon élève et il obtint une bourse d'études en fait pour pouvoir aller à la fac de médecine. Une fois à la fac de médecine, en fait, il a rencontré surtout la bibliothèque universitaire où il a fait énormément de lectures. Il s'est mis à la littérature, il adorait ça. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses qui lui ont permis de changer son état d'esprit et sa façon de voir les choses. De sorte qu'il a commencé à comprendre pourquoi leur père agissait comme ça. C'est-à-dire il a compris que leur père était alcoolique et violent parce qu'il se sentait impuissant, complètement démuni en réalité. Il se sentait être une victime de sa propre vie finalement, et que l'alcoolisme et la violence étaient une sorte d'exutoire en fait pour lui. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il a excusé les comportements de son père pour autant, il a compris pourquoi est-ce que son père agissait comme ça ne veut pas dire qu'il l'a excusé pour autant. Il a compris que justement, s'il voulait pouvoir lui faire changer son comportement, il fallait lui proposer d'autres perspectives, lui faire voir les choses d'une autre manière. Ok ? Et c'est là qu'il s'est dit justement sa fameuse phrase « Ne plus s'incliner ni excuser les gens, plus de plaintes ou de blâmes, plus de vie désordonnée ou de perte de temps. » C'est véritablement là le message qu'il voulait transmettre au travers de ses œuvres. Parce qu'une fois qu'il rentrait à l'appartement, en fait, il était le seul à ranger les choses. Il s'est mis à faire les tâches ménagères, à ranger les choses, à réparer ce qui était cassé, de sorte que toute sa famille se sentait un petit peu coupable. Vous imaginez bien que si vous vivez avec votre famille dans un sous-sol et que c'est le bazar complet, mais il y a quelqu'un quand même qui se met à ranger les choses et que vous ne le faites pas, vous sentez pas un sentiment de culpabilité quelque part? Et c'est comme ça que son jeune frère s'est mis à l'aider à ranger les choses aussi, parce qu'il n'a jamais prêché la morale. Anton Tchekhov vraiment avait gardé cette idée-là il ne faut jamais blâmer les gens, il ne faut jamais prêcher la morale, il faut montrer l'exemple.
C'est ça qui est inspirant en réalité. Alors que si vous critiquez juste les gens, ils vont se braquer. Ça sert à rien. Donc, voilà ce qu'il a commencé à faire. De sorte que petit à petit, tout le monde dans sa famille a commencé à faire les tâches ménagères, a commencé à arrêter de se plaindre, a commencé aussi à se mettre en mouvement en fait, tout simplement. Et il a trouvé aussi un petit job, un petit travail du coup dans un journal local où il écrivait des histoires, vous voyez. Et c'est là véritablement son premier pas en tant qu'écrivain, véritablement, et ça a été un succès très très rapide, hein, et très très rapidement les gens ont commencé à lire beaucoup ses histoires, il a gagné pas énormément d'argent, mais il a quand même pu gagner suffisamment d'argent pour pouvoir économiser sur sa bourse, de sorte à envoyer son jeune frère et sa jeune sœur à l'école. Il a aussi pu trouver un travail pour son père. Vous voyez, donc petit à petit, il a réussi à mettre sa famille en mouvement, mais sans jamais prêcher la morale pour autant. Après, il faut nuancer les choses, tout n'était pas rose pour autant. Le frère aîné d'Anton Tchekhov n'a pas été pris dans cette dynamique-là et est mort d'alcoolisme dans cette période. Donc, quand même, voilà, ça reste compliqué. Malgré tout ça, malgré le dynamisme, avec le dynamisme plutôt qu'il a réussi à engendrer dans sa famille, ils ont pu prendre un autre appartement de meilleure qualité, beaucoup plus sain. Et voilà, la famille a commencé vraiment à arrêter de se plaindre et c'était vraiment un bon élan qu'il a pu engendrer. Avec les années, il est devenu un écrivain vraiment reconnu. Il a arrêté d'écrire des histoires dans les journaux parce il s'est rendu compte que ce milieu-là du journalisme et de la littérature était un milieu extrêmement porté par des jalousies, extrêmement compétitif, où il a reçu des critiques qui étaient plus ou moins honnêtes. Et ça l'a véritablement dégoûté de ce milieu-là, de la littérature et du journalisme, et voilà, d'écrire des histoires d'actualité. Voilà, il était vraiment dégoûté de ce monde-là, et c'est là où il s'est mis à écrire des livres. Et c'est là que la grandeur en fait de sa carrière a véritablement commencé. Robert Greene ici nous propose de suivre plus particulièrement l'un des livres qu'il a écrit, hein, l'île de Sakhaline, du coup. Alors l'île de Sakhaline, qu'est-ce que c'est? C'est une île qui existe vraiment, hein, qui est tout à l'est de la Russie, au nord du Japon, et qui servait à l'époque de prison, voilà, tout simplement, ou de prison à ciel ouvert, parce que personne ne pouvait s'échapper de l'île, en fait, sans mourir, tout simplement à cause du climat. C'était une île dans laquelle il y avait une hygiène de vie, des conditions de vie épouvantables, hein. En fait, étaient envoyés là-bas, évidemment, les criminels, mais aussi les opposants politiques et toute leur famille qui allait avec, de sorte que c'était vraiment le royaume de la prostitution et des conditions de vie très, très, très compliquées. Et Anton Tchekhov a été véritablement très touché par cette île-là, par la condition de vie de cette île, et il a véritablement écrit son livre dans le but de dénoncer justement les conditions de vie. Ça a eu un impact en fait sur les leaders politiques de l'époque, de sorte que les conditions de l'île ont changé grâce à son livre en réalité. Vous voyez ? Donc c'était vraiment un message extrêmement important ici, vraiment que Robert Greene veut nous partager, d'un enfant qui est né dans une famille avec beaucoup de problèmes. Il a quand même réussi à créer quelque chose de très important et à changer les conditions de vie de dizaines de milliers de gens au travers de ses œuvres en réalité. Évidemment, Robert Greene ici utilise l'histoire d'Anton Tchekhov et notamment la famille d'Anton Tchekhov pour illustrer ce qu'est un autosabotage. L'alcoolisme, la violence, la dépression sont en réalité autant de prisons mentales qui sont d'abord et avant tout des prisons mentales parce que ce sont des histoires d'horreur, des histoires négatives qui tournent en boucle dans la tête d'un dépressif et qui fait qu'il sort jamais de cette boucle-là et où il se rappelle en boucle toujours les mêmes histoires d'horreur. Voilà, c'est comme ça que naît la dépression. Mais là où sa famille était bloquée dans ce schéma-là, Anton Tchekhov a réussi à sortir de ce schéma grâce à un déclic qu'il a eu évidemment grâce à la lecture, à la littérature, mais surtout ce que nous dit Robert Greene, c'est que c'est venu d'un choix délibéré, de réussir à comprendre pourquoi est-ce que les gens fonctionnaient de cette façon-là, et surtout de se donner son fameux principe, que j'arrive jamais à me retenir, donc je vais le lire, hein. Ne plus s'incliner ni excuser les gens, plus de plaintes ou de blâmes, plus de vie désordonnée ou de perte de temps. Et ça, je trouve très puissant, j'aime beaucoup cette phrase.
Grâce à ça, il a pu développer son sens des responsabilités, tout simplement, des responsabilités de sa vie, mais aussi des gens qui nous entourent. L'une des clés pour comprendre la nature humaine, d'après Robert Greene, c'est de véritablement comprendre que notre vision du monde a un impact énorme sur notre attitude, sur notre comportement et sur notre vie, en fait, de manière générale. Un impact énorme. Et le problème, c'est qu'on a une énorme illusion. On en a déjà parlé dans les dernières vidéos, évidemment, mais on va y remettre une couche ici aussi. Notre vision du monde est nécessairement fausse, est nécessairement une illusion. Parce que vous proposez à deux personnes, par exemple, de faire exactement le même voyage, ils ne vont pas le décrire de la même façon pour autant. Vous voyez, chaque personne a sa vision du monde qui lui est propre, de sorte que personne ne peut avoir la vérité. Personne ne peut avoir une vision complète qui est absolument objective et absolument où il a raison sur tout. Vous voyez, ce n'est pas possible. Pourtant, on a tendance à le croire, instinctivement. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, parce que si on veut pouvoir améliorer notre attitude, si on veut pouvoir améliorer nos comportements, si on veut pouvoir éviter de nous auto-saboter, eh bien, il faut pouvoir changer nos comportements, changer notre attitude. Et pour ça, il nous faut changer notre vision des choses. Il nous faut devenir conscient de la manière dont notre perception, dans notre vision du monde se fait en fait. En tant qu'étudiant à la nature humaine, vous devez prendre conscience de votre propre attitude en réalité, ainsi que de la manière dont votre perception du monde se construit. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en place, parce que ce n'est pas juste en regardant une vidéo sur YouTube ou du jour au lendemain comme ça, on va réussir à avoir du recul par rapport à nous-mêmes. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail sur soi-même. Beaucoup de travail pour réussir à s'observer comme si on réussissait à s'observer d'un point de vue extérieur, vous voyez? Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais qui est possible. Bien sûr, l'idée, c'est de s'observer, d'observer comment est-ce que l'on réfléchit, comment est-ce que l'on pense. Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent souvent, par exemple? Est-ce que on a une attitude particulière? Est-ce que les autres nous renvoient une attitude particulière aussi, qu'on aurait tendance à avoir, sans s'en rendre compte? Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. La méditation est une pratique qui aide beaucoup justement à réussir à développer cet observateur intérieur justement qui vous permet d'avoir du recul par rapport à vous-même. Tout cela, c'est quelque chose ce sont des choses extrêmement importantes pour pouvoir réussir à changer son attitude, prendre conscience de son attitude pour pouvoir la changer et la rendre plus positive, véritablement. Réussir à casser ces schémas négatifs pour pouvoir devenir plus audacieux, plus courageux, plus aventureux, être plus ouvert aux idées nouvelles, de sorte à pouvoir casser nos auto-sabotages, ok, et avoir une vie plus facile, tout simplement. Arrêter de casser nos relations, nos carrières, sans le vouloir. On peut commencer à se rendre compte de notre attitude justement en se posant quelques bonnes questions, en essayant d'y répondre honnêtement bien sûr. Par exemple, est-ce que dans un contexte familial ou professionnel, pensez aux 2-3 derniers problèmes que vous avez connus, ok? Est-ce que dans ces problèmes-là, vous avez tendance à rejeter la faute sur les autres uniquement, facilement, comme ça, instinctivement, ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à prendre vos responsabilités et à régler le problème, quand bien même ces problèmes-là ne soient pas votre faute à la base, ok? Donc vous voyez, le fait de blâmer systématiquement les autres, de rejeter systématiquement la faute sur les autres, c'est un premier autosabotage que l'on peut identifier par exemple. Une autre question que l'on peut se poser aussi, c'est l'attitude des autres envers nous. Par exemple, est-ce que les autres ont tendance à être nerveux en votre présence? Ou au contraire, est-ce que vous arrivez à mettre les gens à l'aise? Ou peut-être trop à l'aise du coup, est-ce que les gens ont tendance à vous manquer de respect de temps en temps même? Vous voyez, eh bien tout cela en réalité c'est que, au moins en partie, l'attitude des autres est une réponse à votre propre attitude. La manière dont les autres vous traitent est extrêmement significative de votre propre comportement, de votre propre attitude vis-à-vis d'eux, bien évidemment. Ok? Et donc, le fait de prendre en compte ces choses-là, eh bien, ça vous permettra aussi de prendre conscience de votre propre attitude aussi. L'auteur insiste lourdement sur le fait que notre attitude change énormément de choses. Par exemple, les médecins ont découvert depuis déjà très longtemps qu'il y a un lien entre notre corps et notre esprit, le lien psychosomatique, de sorte que les gens qui ont une très forte volonté vont guérir plus vite que les autres en fait en moyenne, et encore plus vite que les dépressifs. Il y a d'autres études comme ça qui montrent aussi que les gens qui sont plutôt joyeux, qui sont bien entourés avec un cercle social très proche, très fort, et aussi avec des projets dans la vie, eh bien va vivre plus longtemps que quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez, par exemple, qui est seul et qui n'a pas de projet.
Ça, c'est quelque chose qui se voit très très bien. Donc le lien entre le corps et l'esprit, ça se voit aussi très bien aussi au niveau des tests de médicaments, lorsque on met des placebos par exemple. Enfin voilà, l'effet placebo, c'est typiquement un effet psychosomatique comme ça. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment comprendre que notre attitude change énormément de choses, hein. Les médecins ont déjà découvert depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, hein. Vous voyez, le lien psychosomatique, comme on appelle ça. Et par exemple, les gens qui ont une très très forte volonté vont avoir tendance à guérir plus vite que les autres. Il y a d'autres études comme ça qui montrent que, évidemment, les gens qui sont enthousiastes, qui sont joyeux, qui ont un cercle social proche et fort, ceux qui ont des projets dans leur vie et qui sont vraiment dans une bonne dynamique mentale, ok, eh bien, vivent plus longtemps. Ils ont une longévité plus longue que les gens qui sont seuls et qui n'ont pas de projet dans leur vie, par exemple. Vous voyez, voilà, il y a tout un tas d'études comme ça qui le montrent et qui le démontrent encore aujourd'hui, hein. L'effet placebo est quelque chose d'extrêmement connu aussi et qui est une illustration parfaite de ça. Donc, faut vraiment ne pas sous-estimer du tout la puissance de la volonté, de sorte que il existe aussi des prophéties auto-réalisatrices. Le fait de penser très très fort à quelque chose fait que même s'il n'y a pas forcément de logique à penser à ça, eh bien vous allez créer vous-même les conditions pour réaliser ce que vous croyez, ok ? Voilà, donc vraiment l'auteur insiste très lourdement, croyez-moi là-dessus, sur le fait que votre attitude est la chose la plus importante de votre vie. Voilà. La deuxième partie de ce chapitre est constituée d'une série de descriptions d'archétypes psychologiques qui amènent à des attitudes négatives et donc à des autosabotages. L'idée de ce chapitre, c'est véritablement que vous puissiez vous dire « Ah, ça c'est l'histoire de ma vie », pour l'une des descriptions que vous avez entendues. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que Robert Greene a donné tout un tas de recommandations spécifiques pour chaque archétype, pour chaque profil psychologique, de sorte que vous puissiez, si jamais vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux, eh bien avoir des recommandations personnalisées. Ok ? Ça, c'est vraiment très intéressant. Du coup, c'est vraiment pour ça que j'avais dit au tout début de la vidéo que c'était un chapitre qui apportait énormément de valeur ajoutée au lecteur. C'est vraiment pour cette partie-là. La première attitude qui est décrite est l'attitude restrictive. Alors ça décrit des gens qui ont peur du changement, qui ont peur de l'inconnu et qui ont tendance à réduire leur attitude de sorte d'éviter les expériences négatives. Ok, ils ont tendance à voir le pire, à s'attendre au pire. C'est une attitude qui a été acquise pendant l'enfance et une fois adultes, ils ont tendance à beaucoup s'auto-saboter. Ils ont tendance à ne voir que les gens qui les persécutent et de fait, ils ont une attitude vis-à-vis des autres qui a tendance à les éloigner de sorte qu'ils se rendent la vie plus difficile, ils se rendent la vie plus dure. Si vous-même vous vous reconnaissez dans cette attitude-là, l'idée est de sortir de votre zone de confort petit à petit. L'idée étant de changer de point de vue vis-à-vis de la nouveauté, vis-à-vis de l'inconnu, en vous disant que, eh bien, il n'y a pas de progrès si vous ne testez pas des nouvelles choses, si vous ne testez pas des trucs inconnus en fait. L'inconnu peut apporter du bien, du positif. Et l'idée, c'est que, en sortant de votre zone de confort petit à petit, vous arriverez à changer d'attitude de cette manière-là. L'attitude hostile, du coup, maintenant, est une attitude qui montre le comportement de gens comme étant... le monde entier est contre eux, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont tendance à susciter la frustration et la colère chez les autres, tout en ayant dans leur fort intérieur l'impression que le monde est contre moi, je ne suis pas aimé, et pour aucune raison, en fait. Alors qu'en réalité, l'hostilité vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils étaient enfants, ont vécu avec des parents violents, ou alors ont vécu la séparation avec leurs parents comme une forme d'hostilité envers eux. Okay ? De sorte qu'un homme qui est hostile, qui a une attitude hostile, va reprocher à sa femme, par exemple, de ne pas l'aimer, et si elle proteste, il va lui reprocher encore plus en lui disant qu'il lui cache la vérité, etc. etc. Ok ? Qu'elle lui cache la vérité. Voilà, donc ils ne se rendent pas compte du tout que l'hostilité des autres vient d'eux-mêmes, est générée par eux-mêmes en fait. Leur hostilité leur permet tout en fait, c'est-à-dire qu'ils argumentent en provoquant, ils ont toujours raison, ils sont très prompts à la colère. Ils ont tendance à vivre dans un champ de bataille permanent où ils vivent des persécutions, des trahisons tout le temps, et pourtant, c'est jamais de leur faute. Vous voyez, si vous vivez vous-même dans un champ de bataille permanent, que le monde est contre vous, mais que c'est jamais de votre faute, eh bien sachez que l'hostilité vient de vous.
c'est le gros point, la grosse recommandation, c'est la seule d'ailleurs recommandation que Robert Greene donne ici pour un archétype. Si jamais vous vous reconnaissez dans cet archétype-là, du coup, vraiment comprendre que l'hostilité vient de vous, c'est le gros point qui vous permettra de mieux comprendre la situation. L'idée ici, c'est que Robert Greene vous invite à devenir neutre, à essayer de développer une vision neutre des choses, la plus neutre possible. L'attitude anxieuse maintenant. Alors, les anxieux, ce sont des gens qui vont avoir tendance à anticiper les obstacles à l'avance. Ils ont tendance à avoir très peur d'être critiqués. Okay, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à réduire le champ des possibles pour pouvoir garder leur zone de confort sous contrôle. Ils veulent garder le contrôle sur ce qu'ils font. Okay, c'est vraiment ça l'idée. Un anxieux, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être un petit peu dans le stress permanent. Okay, et donc, dès qu'ils auront une situation dans laquelle ils pourront vraiment avoir cet effet de calme, cet effet... Vous voyez, calmant, cool, voilà. Et bien cet effet-là, c'est le summum pour eux. Vraiment, c'est ce qu'ils recherchent absolument. Et donc, par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un d'anxieux, eh bien le fait d'irradier ce type-là d'attitude, finalement, va avoir beaucoup plus d'effet que les mots, que les arguments que vous pourrez lui donner. Parce que, voilà, c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Hein. Finalement, quelle que soit la situation, même si vous êtes dans une situation professionnelle compliquée, le fait d'irradier du calme, ça va beaucoup les aider. Donc voilà, si jamais. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont en couple, vont avoir tendance à subtilement dominer les rituels quotidiens. Vous voyez, chez un anxieux, le fait de faire toujours la même chose tous les jours va avoir un côté calmant, justement, un côté rassurant. Lorsqu'ils seront hors de leur zone de confort, ils vont avoir tendance à être grognons, énervés, voilà, pas cool, quoi. Et c'est d'autant plus facile pour moi de vous dire tout ça parce que c'est avec cet archétype-là que je me reconnais le plus en réalité. Si vous aussi, vous vous reconnaissez dans cet archétype-là, l'idée c'est de concentrer toute son attention et son énergie sur un seul projet. Ok, un seul projet pour avoir justement cet effet calmant. C'est d'ailleurs assez intéressant de cette remarque-là parce que ce fait-là de vouloir concentrer toute son attention et son énergie sur un seul projet, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la littérature de Robert Greene, dans tous ses écrits. On a vu ça plusieurs fois aussi d'ailleurs au cours de ces dernières vidéos, on a vu ça aussi lorsqu'on avait fait les résumés du livre Les 48 lois du pouvoir qui avait été écrit par Robert Greene aussi. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc l'auteur doit avoir un rapport particulier avec cette chose-là. La deuxième chose, évidemment, c'est pour les anxieux, du coup, pour améliorer votre attitude, c'est de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible. Évidemment, parce que cela vous permettra de vous rendre compte que, en fait, toutes vos peurs et votre stress n'est pas justifié, tout simplement. Le monde n'est pas du tout aussi effrayant ou tout aussi stressant que ce que vous imaginez. Et le fait de vous mettre délibérément dans des situations terrifiante va vous permettre après coup de vous sentir beaucoup plus calme justement. Pour le côté perfectionniste aussi des anxieux, hein, le fait d'être perfectionniste sur tous les petits détails d'un projet, eh bien l'idée c'est de plutôt plutôt de switcher l'idée et d'être perfectionniste sur un résultat final global, ok, avec toutes les conséquences, la date limite et tout, respecter, etc., ok, d'un projet. Donc voilà, hein, pour les anxieux, canalisez votre énergie dans un projet. Mettez-vous dans des situations qui vous mettent hors de votre zone de confort et pour le côté perfectionniste aussi. L'attitude d'évitement. Alors l'attitude d'évitement décrit le comportement de gens qui ont beaucoup d'insécurité, en fait beaucoup d'insécurité sur leurs propres compétences, sur leur intelligence et ils ont tendance à voir tout le monde au travers de leurs insécurités. En fait, ce sont des gens qui une fois, lorsqu'ils étaient enfants, se sont sentis coupables, très fortement coupables, hein, ça leur a marqué profondément de quelque chose. Et ce sentiment de culpabilité-là, une fois adultes, ils vont absolument tout faire pour ne pas la ressentir à nouveau. De sorte qu'ils vont absolument fuir toute forme de responsabilité ou toute forme d'engagement. Ils vont se désengager dès qu'il y a une proposition professionnelle, par exemple, qui vont leur demander de s'engager véritablement. Ils vont arrêter tout de suite. Ils vont même aller jusqu'à se déclencher eux-mêmes des maladies pour ne pas avoir à se justifier à ne pas avoir à s'engager.
Et pareil pour les relations amoureuses, hein. Ce sont des gens qui, une fois au moment où ils vont devoir s'engager, vont faire en sorte de faire capoter la relation elle-même. De sorte que ce sont des gens qui ont souvent des relations courtes, des relations amoureuses assez courtes. En fait, ils sont absolument effrayés par le succès et par les responsabilités, justement pour ne pas avoir à ressentir à nouveau ce sentiment de culpabilité si jamais ils font une erreur, si jamais ils sont critiqués. Ok ? Si vous vous reconnaissez au travers de ce type de profil, eh bien l'idée c'est de prendre un projet, un tout petit projet, et de le finir à 100%. Ok ? L'idée est là, c'est-à-dire que si jamais votre projet échoue, eh bien l'idée c'est de prendre à 100% la responsabilité de l'échec de ce projet-là. D'accord? Et petit à petit, vous serez amené à prendre des projets de plus en plus grands parce que vous sentirez de plus en plus à l'aise. Comme votre sentiment, c'est la culpabilité et la peur des responsabilités, eh bien le fait de prendre des projets de plus en plus gros va vous permettre de sortir de votre zone de confort petit à petit via ce biais-là. L'attitude dépressive. Alors, les dépressifs, lorsqu'ils étaient enfants, ne se sont pas sentis être aimés par leurs parents, de sorte que ils ont l'impression de ne pas avoir de valeur eux-mêmes. Okay, et ils n'imaginent pas du tout un seul instant que leurs parents puissent avoir mal agi, alors que bien sûr, les mauvais parents, ça existe aussi bien sûr. De sorte qu'une fois adultes, ils anticipent le fait d'être abandonnés. Du coup, ils s'isolent, ce qui aggrave encore plus leur dépression. Ils sont souvent très secrètement attirés par tout ce qui est sombre et sordide. Les dépressifs ont aussi tendance à attirer les gens à eux. On a envie d'aider les dépressifs en fait, à s'en sortir. Mais ils ont tendance à beaucoup critiquer et à blesser les gens qui veulent les aider, de sorte que ça les isole encore plus, vous voyez, et ils se sentent encore plus déprimés après. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette description-là de dépressif, eh bien ce que Robert Greene nous dit, et je pense qu'il a un biais là-dessus, c'est de concentrer toute votre attention et votre énergie sur un seul projet. Vous voyez, comme avant. Petite parenthèse du coup, petite remarque personnelle. J'ai lu plusieurs livres de Robert Greene et cette idée-là, justement, de se concentrer à 100% sur un seul projet, est une idée qui revient extrêmement souvent, beaucoup plus souvent que dans les manuels de psychologie ou voilà, ce genre de choses. Donc, en réalité, je pense que l'auteur lui-même a un biais particulier vis-à-vis de cette idée-là, que très vraisemblablement il l'utilise lui-même à fond dans sa propre vie parce que pour faire les livres qu'il fait, les 48 lois du pouvoir qu'on avait vu d'ailleurs, qu'on avait fait en résumé sur la chaîne YouTube aussi, ou ce livre-là, les lois de la nature humaine, ce sont des pavés énormes qui ont demandé une quantité de travail monstrueuse, ça se voit, c'est évident, et donc c'est absolument évident que l'auteur lui-même a un biais. L'auteur aime beaucoup cette idée-là et j'ai l'impression qu'il la met un peu à toutes les sauces, même si c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Ok. Sur d'autres livres de psychologie ou de scientifiques de psychologie, la manière dont les psychologues traitent la dépression, c'est assez différent. Vous voyez, de ce que Robert Greene nous dit ici. Par exemple, la deuxième partie, c'est que Robert Greene dit que pour sortir de dépression, en fait, il faut non seulement se focaliser sur un projet en particulier, mais aussi de comprendre que les passages de déprime dans la vie, eh bien, sont nécessaires. Ce sont des choses qui nous indiquent qu'on a besoin de remettre des choses à plat dans notre vie, qu'on a besoin de refaire le point, qu'on a besoin de ralentir, et que c'est un message de notre corps en fait. Ok ? Mais c'est pas du tout ce que disent les psychologues professionnels en fait. Les psychologues, ils ont tendance à décrire des états dépressifs comme des gens qui pensent toujours à des histoires d'horreur, des histoires très négatives et qui tournent en boucle dans leur tête et auxquelles ils pensent tout le temps aux mêmes choses en fait. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir, de sorte que ça se concrétise un peu comme si c'était une prison mentale qui boucle sur elle-même en permanence. Okay ? Et l'idée, pour sortir de ce schéma-là, c'est de faire des pattern interrupt, comme ils appellent ça en psychologie, donc de casser justement ce cycle infini de pensées négatives. Par exemple, il y a plusieurs techniques. À chaque fois qu'un dépressif pense à cette histoire-là, une histoire qui revient tout le temps, de se mettre une claque par exemple. De sorte que petit à petit, à chaque fois qu'il se met une claque en pensant à cette idée-là, le cerveau va associer la douleur avec l'histoire en question et va arrêter d'y penser petit à petit. D'autres choses aussi, moins douloureuses, c'est d'aller faire des grands voyages, aller rencontrer plein de gens très différents et sortir de sa zone de confort plus, quoi, vous voyez. De sorte de donner plus de perspective aux dépressifs, aux déprimés.
Ok, donc vous voyez, c'est assez différent de la méthode de Robert Greene. Donc voilà, je pense qu'il y a un biais de l'auteur sur ce sujet-là en particulier. L'attitude rancunière maintenant. C'est une attitude qui décrit le comportement de gens qui, lorsqu'ils étaient enfants, n'ont pas reçu suffisamment d'amour en fait de leurs parents. De sorte que lorsqu'ils sont adultes, ils vivent dans l'insatisfaction permanente. Ils sont toujours à la recherche de l'attention des autres. Ils sont tout à fait experts pour détecter le manque de respect. Pour eux, dès que quelqu'un a plus qu'eux dans n'importe quel domaine finalement, ils le voient comme une injustice, ils le prennent personnellement, ils veulent une revanche. Ils peuvent vraiment exploser de colère et veulent absolument une revanche. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, peuvent devenir vicieux, arrogants et vraiment se croire au-dessus de tout. Et l'histoire de Tiberius l'illustre très bien. Tiberius était un empereur romain qui a succédé à Auguste, Auguste dont on a vu l'histoire dans l'une des précédentes vidéos. Et donc c'était le beau-fils d'Auguste et ses professeurs, lorsqu'il était tout jeune, parlaient de lui comme étant un pichet de bile et de sang, tellement il était sanguin, dédaigneux, arrogant et bon, quelqu'un de fort sympathique. De sorte qu'il était tellement sympathique que l'empereur Auguste était souvent amené à faire des excuses publiques au Sénat pour, pour le comportement de Tiberius. Okay. Donc, lorsqu'il est devenu lui-même empereur, Tiberius a voulu se venger de tous ceux qui, d'après lui, ne l'aimaient pas, à savoir tout le monde. De sorte qu'il était perçu à l'époque par les commentateurs de l'époque comme étant un empereur cruel, froid, extrêmement impopulaire et paranoïaque. Il était tellement paranoïaque du coup qu'il a passé les 7 dernières années de son règne sur l'île de Capri où il avait peur de se faire assassiner. Du coup il s'est vraiment enfermé sur cette île et il n'y a plus bougé de tout l'empire romain et gigantesque. Il est resté que sur cette île-là et il répétait régulièrement que après moi laissez le feu détruire la terre. Si vous-même, vous vous retrouvez parmi cette description-là, l'idée étant de laisser les choses aller, lâcher prise, même si pour vous c'est quelque chose qui est complètement irrationnel en réalité. Il faut bien comprendre que la plupart des gens sont indifférents, la quasi-totalité, 99,9% des gens sont indifférents à votre sort, plutôt que contre vous comme vous le croyez. Laissez les choses aller véritablement, les attaques de la vie, les déceptions, c'est pas grave, laissez aller, essayez de développer une attitude neutre. En réalité, le respect des gens s'acquiert par nos accomplissements et non pas juste parce qu'on est un être humain. Les attitudes positives maintenant, parce que depuis le départ, on a parlé des attitudes hostiles, rancunières, dépressives, anxieuses, tout ça, ce sont des autosabotages en fait, tout simplement. Eh bien, Robert Greene, bien sûr, nous propose ici aussi d'autres attitudes, des attitudes positives qu'il nous propose de développer en nous. Eh bien, par exemple, l'attitude expansive. Alors, l'attitude expansive, c'est une attitude qui part de l'idée comme quoi, comme on a vu juste avant, en fait, l'effet d'être positif, ouvert d'esprit, aventureux, adopte notre santé, en fait. En réalité, cela adopte tous les aspects de notre vie et pas seulement notre santé. Le fait de se voir comme un explorateur devant un vaste inconnu, de prendre vos certitudes, de les laisser derrière vous, d'aller toujours aller chercher des idées nouvelles, de toujours aller chercher des idées contradictoires par rapport à ce que vous pensez déjà, eh bien tout cela va vous donner énormément de créativité pour passer les obstacles de la vie finalement. Et eh bien, les obstacles de la vie aussi, ça c'est la deuxième attitude qu'il veut nous partager, c'est que le fait de quelqu'un qui voit les obstacles de la vie comme étant quelque chose de très problématique, qu'il a peur, qu'il veut absolument éviter l'échec au maximum, eh bien finalement il évitera aussi au maximum le succès. Quelqu'un qui veut absolument éviter les problèmes évitera le succès aussi. L'idée, c'est de voir les obstacles de la vie comme étant des choses qui soit nous apportent, soit nous apprennent des choses, ok? On gagne de l'expérience de toute façon, même si on n'arrive pas à faire quelque chose, même si on n'arrive pas à finir un projet en particulier, eh bien on aura appris, on aura acquis de l'expérience en faisant ce projet-là finalement. De sorte que, quand bien même on aille d'échec en échec finalement, eh bien si on apprend de nos échecs au fur et à mesure, on progressera de toute façon, ok? De sorte que finalement, l'échec n'est plus du tout un problème. L'échec n'existe même plus en fait finalement, vu qu'on en retire toujours quelque chose de nos expériences. C'est ça l'idée. Et véritablement, cela nous invite à avoir une attitude tout simplement beaucoup plus positive. L'attitude la plus importante de ce chapitre-là, c'est véritablement l'attitude par rapport à nous-mêmes.
D'après Robert Greene ici, l'idée c'est que lorsqu'on grandit, on a tendance à absorber toutes les croyances qu'on a qui dans notre culture ou données par les autres en réalité, les croyances sur ce qui est possible à faire ou pas, sur ce que nous sommes capables de faire ou pas. En réalité ici, l'humilité et le fait d'être humble, c'est en réalité des chaînes qu'on se met autour de nous-mêmes et qui permet aux autres de nous maintenir au sol et qui briment complètement notre potentiel. Le fait de se considérer en réalité comme étant quelqu'un qui peut changer le monde, qui est véritablement destiné à faire quelque chose de grand finalement, au niveau national, voire au niveau mondial, eh bien, voire même au-delà, pourquoi pas, eh bien, l'idée c'est que ça vous permettra alors d'avoir une résilience énorme et de voir les obstacles de la vie comme étant beaucoup plus petits en fait finalement. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui veut juste faire de l'argent et vous prenez quelqu'un, imaginez-vous, et vous êtes absolument persuadé que vous pouvez sauver le monde, ok? Mais persuadé. Eh bien, face au même obstacle, ces deux personnes-là, lequel va avoir le plus d'énergie pour passer cet obstacle-là? Celui qui est absolument persuadé qu'il peut sauver le monde, bien sûr. L'idée, évidemment, c'est que même si ce n'est pas logique, eh ben, ça peut fonctionner quand même. C'est ça l'idée. Le fait véritablement de se sentir important, de se sentir destiné à faire des choses importantes, peut nous donner énormément de résilience, de confiance en nous-mêmes, qui nous permet justement de réaliser nos projets, nos rêves. Voilà, donc on passe vraiment du début du chapitre à des gens qui sont dans l'auto-sabotage, dans la peur, et il nous amène en réalité à vouloir développer en soi-même un narcissique mégalomane qui peut réaliser tout ce qu'il veut. C'est la vision de Robert Greene, évidemment. Vous pouvez donner vos avis dans les commentaires de la vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir le chapitre 9 qui viendra la prochaine fois, la semaine prochaine, sur cette chaîne YouTube. Merci à tous. Salut!